Donc, bonjour à tous, je me présente, Manon Saillard, chargée de communication et projet à HEI Alumni depuis presque un an maintenant. Donc, je n'ai pas fait HEI, je ne fais pas partie des diplômés, mais j'organise tous les Bonjour. événements. Bonjour. Pardon. Je fais partie de l'organisation des événements pour vous retrouver, etc., dont les apéros at home que nous avons lancés pendant le confinement. Donc, on voulait lancer quelque chose pour que vous puissiez vous retrouver à distance, puisque les conditions n'étaient pas faciles, ni pour nous, ni pour vous. Donc voilà, c'était un événement convivial, détendu. C'est très informel, apéro atomes. Donc, c'était plutôt sur des passions au début, enfin, ces passions, hobbies et des choses comme ça, des choses qui nous intéressent. Et donc, ce soir, on est avec Olivier et Sandrine d'Auvergne pour parler de viticulture et d'œnologie. Je les laisserai se présenter par la suite. On va commencer peut-être par un tour de table, entre guillemets, un tour d'écran, si on peut dire, afin que vous vous présentiez. Et ça serait bien si vous pouviez dire aussi quel est votre rapport au vin, ce que vous attendez de cet échange, un peu pourquoi vous êtes inscrits, etc. Et sans oublier votre petit verre pour trinquer tous ensemble. J'espère que vous êtes tous accompagnés d'un bon verre de vin, préférence du domaine de la Luole. Après, je dis ça comme ça. Voilà, donc si vous pouvez faire du coup un petit tour, je ne sais pas qui veut commencer, à se présenter rapidement, nom, prénom, promo, et puis voilà, votre rapport au vin, pourquoi vous êtes inscrit, etc. Oui. Alors, si personne se... Ouais, Bonjour à tous. Commence. Bon. Ah, ouais. Bon, oui, sinon je commence. Bonjour, Bénigne Villermoz. Je suis sorti d'HEI en 2003 ou 2004. En fait, j'ai jamais participé aux apéros. C'est un peu tôt chez moi pour encore être à l'apéro, mais je suis originaire de Bourgogne. C'est pour ça que j'ai vu votre parcours et ça m'a paru intéressant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, j'ai participé. Physiquement, je suis au Mexique, dans le sud du Mexique. Ah oui. Donc c'est pour ça, il est midi en pleine semaine. Je ne suis pas encore à l'apéro, c'est dommage, mais C'est génial, c'est génial. Ce génial. soir. Alors, Très bien. Donc voilà, j'aurai une bouteille ce soir. Parfait. super. Alors, Christian Ligier, donc moi je suis HEI 84, G84, et là je suis dans les Hautes-Alpes. Et depuis cette année, en fait, j'ai passé des diplômes de sommellerie, W7, 2 et 3, et j'ai monté une société de consulting. Je suis à quelques mois de la retraite, j'ai monté une société de consulting, vin et informatique. Vin et charbon étaient déjà pris par les Auvergnats, donc j'ai voulu faire un peu plus moderne. Et voilà, donc j'étais intéressé pour savoir ce que vous faites. En fait, j'organise des dégustations de vins payantes. Là, je travaille avec l'Office du tourisme de la station de ski où j'habite. Et puis, je suis en train de regarder pour développer ça sur Paris également. D'accord. Donc, il faut absolument goûter. Je passerai vous voir, c'est sûr. On n'est pas très loin. Tu prends la suite, je vais prendre dans l'ordre si personne se lance. Joël, du coup. Oui, bonsoir à tous, Joël Picard, génie électrique 93, donc ça commence à dater un petit peu. Et justement, à l'époque, on avait été dans les premières promotions qui avaient vu la naissance du club d'œnophilie. Et c'est comme ça qu'en voyant les photos sur la page Facebook, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et la larme à l'œil aussi, parce que c'était effectivement des photos d'époque. Donc, ouais, intéressé par tout ce qui touche au vin depuis l'époque là déjà. J'étais assez sensible sur le fait que vous travaillez beaucoup en bio, donc ça c'est vraiment le truc que je vais suivre. On va suivre cet échange avec intérêt. Et puis voilà, non, j'avais fait quelques zooms pendant la période du confinement, effectivement sur des sujets de prédilection comme la photographie. Et puis donc aujourd'hui, on va dire sur un peu plus un côté patrimoine, un côté culturel, patrimoine culturel français, voilà. Ok, très bien. Christophe, pour la suite. Ouais, donc Christophe Guilherme, 96. Je suis président du réseau, mais je suis aussi président d'une association qui s'appelle Vinéa, qui est une association où on déguste 5 à 6 fois par an des vins à Lincel, dans le Nord. Et voilà, ma femme est bourguignonne, donc j'ai passé quelques années à bosser à Chalon-sur-Saône et à Gevrey, et à Langres.
Et donc voilà, et on se connaît avec la LUOL. On a eu l'occasion de venir vous voir au tout début, là, sur un voyage. Ouais, au tout début. Au tout début. Et donc on a l'occasion du coup de boire vos vins depuis un moment. Voilà. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On espère vous accueillir bientôt. Bien sûr, c'est vrai. C'est dans les tuyaux. Donc ensuite, j'ai Romain Perqui. Je sais pas si tu attends un petit peu à allumer ton micro. Oui, bonjour, désolé, je suis en plein mouvement. Donc Romain Perqui, promo 2016. Pareil, il est 1h ici. Je suis à New York, donc voilà, le confinement oblige. L'apéro a quand même commencé. Et voilà, donc je faisais partie aussi du club Onologie quand j'étais à HEI, que j'ai même animé. Et puis voilà, quoi. Je suis à New York en ce moment. Je suis venu faire du trading à la Société Générale il y a 1 an, et maintenant je travaille pour French Morning, donc le plus gros magazine d'expat français et francophone aux US et sur la zone londonienne au UK. Donc voilà. Ok, très intéressant. Mais effectivement, on a du décalage horaire, là, c'est intéressant. New York, Fascinant. Il fait beau, je il fait monte beau. le Ouais. pont. Alors ça, c'est le Manhattan Bridge. Et donc là, on est côté Brooklyn et vous avez la vue donc, sur Manhattan derrière. Donc c'est plus sympa en coucher de soleil, mais je pense qu'il fera Ah oui, c'est pas il y a bien. des gens en train de dormir. Ouais, je pense. Excellent, bravo. Bravo. Allez. Très bien. Bon, alors ensuite, justement, j'ai Anselme Henri Rousseau. Eh bien, enchanté, bonsoir à tous. Moi, je vous accompagne justement avec un petit Saint-Véran là ce soir. Ça coupe un petit peu. Oui. Très saccadé. Pourtant, on n'a rien contre le Saint-Véran. Non, c'est vrai. Peut-être des problèmes de connexion. Bon, si vraiment on n'arrive pas à le retrouver, on va. De chez vous. Si vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que c'est. Si, ça y est, c'est bon, je suis de retour. Je vais couper la vidéo. Ok, parfait. Ça devrait peut-être aider un peu. Oui, du coup, je vous disais, promotion 2012 BTP. Aujourd'hui, j'évolue non plus dans le BTP, mais dans l'immobilier. Du coup, je suis chez Adim, qui est une filiale de Vinci, en promotion immobilière. Voilà, donc sur Paris. Et alors, du coup, moi, ma relation au vin, c'est qu'à l'époque, j'aurais aimé faire partie du club d'œnologie. Mais vous savez, c'est toujours très court pour pouvoir s'inscrire. Et donc, finalement, j'avais plutôt fait de la biérologie, mais ça n'a pas empêché que je me passionne évidemment pour le vin. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est votre sujet de reconversion. Parce que je dois reconnaître que c'est quelque chose La reconversion en général, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, et spécialement dans ce domaine-là. Voilà. Bon, c'est super tous ces intérêts. Super, merci. Et il nous reste Emma, du coup. Emma qui a son micro. Bonjour. Ah, c'est bon. Alors moi, du coup, donc je m'appelle Emma Tomba. Alors moi, pour le coup, je suis nouvelle à HEI. Je suis en HEI 3. Je suis originaire bravo. de Guyane française. Et en fait, je m'intéresse au vin grâce à mon père parce qu'il fait partie des sommeliers d'Europe. Et puis, il a fait un master d'œnologie. Du coup, depuis que je suis toute petite, il me fait quand même goûter le vin. Donc voilà. Donc, je commence à vraiment m'y intéresser. Et ce qui m'a intéressée, c'est votre parcours, en fait. Voilà. Depuis HEI. Ok. C'est ça. Merci Emma. C'est super. La touche féminine, la touche jeune. Merci Emma. Merci. Merci à tous pour vos présentations. Du coup, je vais laisser la parole à Olivier et Sandrine, puis je vais vous laisser la main du coup pour la suite. Ok, très bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vous parle un peu de ce que j'ai fait en sortant d'HEI en 95 jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment un résumé rapide. On parlera ensuite comment on en est arrivé là un petit peu plus précisément.
Et puis enfin, parler un peu de notre quotidien, parce que c'est pas toujours très connu. Le vin, ça rapproche beaucoup de monde. Le vin, c'est vraiment universel. Tout le monde connaît un peu l'époque des vendanges, mais en fait, on travaille toute l'année. Vraiment, pour dire toute l'année. Donc, il se passe des choses toute l'année dans les vignes ou dans les caves. Donc, moi, je suis sorti en 95, c'était option informatique. J'ai suivi un parcours assez classique. J'ai travaillé un peu dans la recherche. Je suis parti dans un organisme bancaire sur les systèmes, l'architecture, chef d'équipe. Je suis passé chez un intégrateur système réseau architecture informatique en tant que responsable technique, puis ingénieur d'affaires, puis directeur de région. J'ai créé ma boîte. Ensuite, une boîte de service toujours dans ce cœur de métier-là, jusqu'en 2014, en fait, où là, il y a une autre passion, parce que bien sûr, il y a forcément celle du vin. Maintenant, on parlait au départ des apéros autour des hobbies. Forcément, ça a été un hobby transformé en passion, en profession. Mais il y en a une autre aussi, c'est la voile et la mer. Et en 2014, on a décidé de partir en fait pour un tour du monde à la voile, mais avec un projet également. Sandrine va nous en parler. Et là, on a fait construire notre bateau, on a vendu la boîte et on est parti. Mais il y a vraiment un lien avec avec la vie actuelle. Donc, c'est pour ça que je vous laisse, Sandrine, présenter la suite jusqu'à aujourd'hui. Donc, première chose, moi j'ai aussi, avant d'avoir un rapport au vin ou à la voile, j'ai un rapport à HEI, puisque j'ai osé tenter HEI et j'ai fait ça 6 mois. Donc, j'étais plutôt une bonne élève, mais très laborieuse. J'ai rencontré mon futur mari, qui est encore mon mari, qui s'appelle Olivier d'Auvergne. Donc, je suis devenue Madame d'Auvergne. Mais ça ne correspondait pas du tout à mes talents, mes compétences, tout ça. Donc, je suis partie au bout de 6 mois. Voilà, mais c'est grâce à HEI qu'on en est là, en fait. Alors, ça, c'est pour le début. Ensuite, donc, comme Olivier l'évoquait, pour la personne notamment qui s'intéresse à la reconversion, on s'est dit qu'on voulait, vers nos 40 ans, on s'est dit qu'on voulait travailler dans le vin, sans savoir exactement dans quoi. Et alors, on s'est offert un voyage de transition, de rupture pour prendre le temps de la réflexion. Et ce voyage, comme on voulait qu'il y ait une ligne directrice autour du vin, donc on l'a appelé les vents des anges, les vendanges. Et sur le bateau, donc pour méditer, contempler, respirer, traverser des tempêtes, voilà. On a emmené des 30 cuvées françaises, c'est-à-dire qu'on a trouvé des partenaires de 30 vins français et à chaque escale, on faisait un accord mets et vin inédit. Donc, l'idée, c'était d'avoir un prétexte de rencontre, parce que c'est ce qui m'anime le plus dans la vie, la rencontre, et aussi de conforter notre goût pour ce produit français. Et pour le coup, c'était un cadeau magique à chaque fois qu'on arrivait quelque part. Après, il fallait quand même concocter des rendez-vous, mais donc on a eu 24 rencontres inédites autour d'un accord mets et vin avec des vins de partout en France qu'on n'a pas forcément sélectionné, que ça s'est passé par la rencontre de vignerons, par des appels à des vignerons dont on était client, etc., etc. Et puis voilà, donc on a eu ces vins embarqués et ces moments géniaux de rencontres, d'ouverture, voilà. Et puis, le tour du monde s'est transformé en tour de l'Atlantique parce qu'on a osé partir avec des adolescents. Donc là, intervient la bouteille à la mer. On est arrivé au vin par la bouteille et la bouteille à la mer. À un moment, on a compris qu'ils n'arriveraient pas à faire le tour du monde, en tout cas pas cette fois-là. Et donc, on a décidé de faire une boucle atlantique, ce qui est déjà énorme. Donc, on a finalement bouclé en 18 mois. Et sur
la route retour, donc en passant par ces merveilleuses Açores, entre autres. On a donc conforté notre prolongement dans le milieu du vin, dans la filière vin, en se disant, puisqu'on a déjà fait ça, le rêve d'après, on va faire encore plus fou, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fou que de traverser 2 fois l'Atlantique. On va devenir vigneron. On s'est dit qu'on pouvait le faire. Et voilà, dès qu'on a débarqué, c'est-à-dire en février 2016, on a essayé de venir, on avait décelé 3 terroirs qui nous parlaient beaucoup. Le premier, c'était la Bourgogne. Donc, on s'est dit, on essaye de trouver un gîte en Bourgogne, une formation en Bourgogne, et puis voir où ça nous mènera. Donc, dans l'idée d'une reprise, d'un emploi, et incroyable, le puzzle, après coup, c'est super bien passé. Donc, on est arrivé en Bourgogne en février 2016. Et pour faire court, Olivier a suivi une formation, on va dire, pratique chez un vigneron, qui l'a tout de suite embauché. Dès le lendemain, en fait, dès le lendemain de notre arrivée, on a un vigneron bio qui a embauché Olivier comme ouvrier viticole. Et puis, ça, c'était la formation pratique qui a été la plus importante, on va dire. Et puis, il y a une formation académique, reprise d'études à Beaune. Moi, pendant ce temps-là, j'ai coécrit avec Olivier le business plan d'un projet. Et puis, j'ai été, pendant un temps, assistante de direction chez Olivier Leflèvre, qui a un hôtel en œnotourisme. Donc, voilà, on ne s'est jamais économisé sur cette reconversion. Et puis, on a toujours gardé le cap parce que ça a l'air facile quand on le raconte, mais ça n'était pas que facile. Mais quand même, donc on vivait dans un gîte petit avec nos 2 ados qui ne connaissaient pas la Bourgogne. Tout était table rase. Et quand même, grâce à l'emploi d'Olivier, on a rencontré un vigneron qui cédait ses vignes et on a trouvé un lieu magique qui s'appelle la Luole, où on a pu installer un domaine viticole. Donc, il y a une double histoire. D'abord, on a repris des vignes en bio, mais il nous fallait trouver un lieu puisque notre cédant gardait sa maison. Et donc, on a créé un domaine viticole. Et tout ça, c'est l'histoire de la Luole. Donc là, on en est au début de l'aventure. On est arrivé ici février 2017. Et il y avait tout à faire. Il y avait une cuverie à faire. Il y avait des vignes à entretenir avec nos cédants. Voilà, donc là, premier millésime, c'est 2017. Là, je m'arrête là parce que je pense que j'ai synthétisé tout ce qui nous est arrivé. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour faire la présentation. Après, c'est dans l'ascension et l'accession au domaine. Et aujourd'hui, au bout de 4 années, donc là, c'est notre 4e millésime récolté, vinifié. En 2020, presque tout est descendu dans les tonneaux, dans les fûts. Et aujourd'hui, rapidement, on a monté, on a réfléchi en fait à la gamme de nos produits. Donc voilà, assez classiquement, donc on est en Bourgogne, en côte chalonnaise. Pour ceux qui connaissent, on travaille sur les blancs qui vont du Bourgogne à Ligoté, Bourgogne côte chalonnaise blanc, Givry, et puis on a à peu près 6 rouges également, du régional, en passant aussi par les Givry, les Mercurés, et toute une gamme d'effervescents également, donc qu'on fait intégralement au domaine. Donc, voilà pour la présentation rapidement de ce qu'on commercialise. Le domaine à peu près sur 8 hectares, ce qui est la taille moyenne en Bourgogne. Il ne faut pas oublier que c'est une densité de plantation assez importante. On est sur 10 000 pieds hectares. Que dire d'autre on est sur un parcellaire assez morcelé. Il n'y a pas beaucoup de figures en Bourgogne avec le domaine classique et les vignes tout autour. Donc ça, c'est assez réparti. Ça va de 500 mètres à 10 km. Ça reste une petite structure qui connaît de
variation, on va dire, dans le temps, puisqu'aujourd'hui, avec nous, on a 2 CDI. On emploie un peu de saisonnier pendant la pousse intense en fait, de la vigne, hein, à partir du mois de mai jusqu'au mois de juillet. Puis, on est une bonne trentaine pendant les vendanges. Donc, voilà un peu pour parler brièvement de nous, du domaine. Après, toutes les saisons, on pourra y revenir. Mais ce qu'on préfère, plutôt que de faire une présentation qui pourrait bien sûr durer 1 heure dans tous les détails, mais ça n'a pas forcément d'intérêt pour tout le monde. Mais c'est plutôt de répondre à vos questions. Alors. On peut passer tout de suite à la deuxième, parce que souvent la première, on a du mal. Qui veut se lancer? Peut-être quand vous êtes installé, vous avez acheté le foncier, c'est-à-dire que vous avez acheté des vignes ou vous les louez? Les deux, en fait. D'accord. Les deux pour plein de raisons. Les deux parce qu'on a acheté des vignes avant la reprise du domaine. Moi, ce qui m'a permis pendant l'année de formation aussi de pratiquer sur nos propres vignes pendant ce temps-là. En fait, j'étais en formation, on montait le projet et on avait les vignes. Et dans la reprise, il y a une partie qui est en fermage, parce que de toute façon, là, à 2 niveaux, d'un point de vue financier, ça peut être assez lourd. D'un autre point de vue, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la SAFER qui gère tout le foncier en France, qui a le droit de préemption, etc. Et pour être sûr de pouvoir garder tout ça, on vaut mieux passer par une période de location pendant 3 ans pour être prioritaire à l'achat ensuite. D'accord. J'imagine qu'effectivement, le prix du foncier, enfin le prix de l'hectare de vigne en Bourgogne étant ce qu'il est, ça ne doit pas être simple déjà de trouver des vignes et ensuite de pouvoir les racheter, quoi. Oui. Alors là, il y a un peu plus d'opportunités sur la côte chalonnaise, mais ça devient aussi très, très difficile. Ouais. Et après, pour titiller dans le sens des gens qui sont intrigués par le bio, paradoxalement, donc nous, on est sûr d'avoir construit notre chance du fait d'avoir rencontré donc, notre cédant qui s'appelle Guy Chaumont, qui cédait ses vignes en bio, mais lui-même avait essayé déjà de transmettre, c'est quelqu'un qui a préparé sa retraite, il avait essayé de transmettre depuis 2 ans le projet, mais il y mettait comme point que ça reste en bio, et pour le coup, refusé d'accéder à ces vignes. Nous, c'est notre chance, ça, d'être un peu des extraterrestres, parce que les gens ici, ils ont vu dans l'agriculture conventionnelle ou viticulture conventionnelle un progrès, ils n'arrivent pas à penser autrement. Tandis que nous, avec notre expérience, Olivier, son entreprise, elle était à Villeneuve-d'Ascq, mais axée développement durable. On a fait un tour de l'Atlantique. Pour nous, s'installer au XXIe siècle, il y a une évidence de partir du raisin et de faire du jus de raisin fermenté, non maquillé. Donc, on avait l'air de farfelu, mais avec un projet très construit. Et ici, personne ne voulait de ces vignes-là. Et maintenant, quand les clients viennent à nous, qu'ils soient pros ou particuliers, ils trouvent que c'est inouï qu'on ait ces vignes de très bonne qualité, parce que Guy faisait très attention à la viticulture. Mais voilà, c'est ça, on crée notre chance, les gens n'en voulaient pas. Et la deuxième chance, c'est de s'installer en côte chalonnaise, qui est un peu la côte d'argent par rapport à la côte d'or, c'est-à-dire qu'ailleurs, effectivement, ce n'est pas accessible. Mais ici, on a, avec beaucoup d'huile de coude et beaucoup d'énergie mobilisée, un lieu inouï et puis des vignes de bonne qualité. Voilà. Donc, on a construit notre rêve avec les éléments qui étaient possibles. Voilà, mais voilà, il y a quand même des vignes à céder quand elles sont en bio et que personne n'en veut. Voilà, c'est fou. Pour nous, c'est fou, mais maintenant, c'est notre chance. C'était surtout les conditions, en fait. Voilà, les conditions de reprise, c'était de poursuivre sur le bio. Et c'est vrai qu'en Bourgogne, en général,
Et en Saône-et-Loire en particulier, il y a très peu de bio. Ça bouge un peu, mais ça bouge doucement et ça bouge plus lentement que la région viticoles. Voilà. C'est marrant parce que justement, on voit beaucoup apparaître tous les nouveaux labels du type Terravitis ou vin sain, mais c'est un acronyme sain, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Donc finalement, c'est un secteur sur lequel vous trouvez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore trop de concurrence? Ben, nous, le label bio, pour être honnête, c'est ce qui fait venir les gens à nous. Moi, je suis très proactive sur le commerce. Il a quand même fallu développer le commerce. Donc, dans la répartition des tâches, Olivier, il est sur Vitivini, la production, la technique, l'exigence et la vision globale de l'ingénieur HEI. Et puis, moi, je suis la fantaisie et la détermination de la communication et du commerce. Et pour nous, le critère essentiel, c'est que ça soit bon, évidemment. C'est notre volonté. On fait du vin pour qu'il soit appétant, il nous fasse plaisir et il fasse plaisir aux clients. Mais on voit bien que le critère bio est essentiel, enfin, à chaque rencontre quasiment. Et en Côte Chalonnaise, on n'a pas beaucoup de concurrents. Donc, parfois, on est sidéré même par des jeunes en reprise familiale qui ne sont pas prêts à cette transition vers le bio alors que le client le demande. Mais en même temps, même si ce n'est pas que facile, c'est notre chance parce qu'on est rare en bio. Donc, voilà. Ouais, ce n'était pas un choix au départ comme un critère commercial, c'était pas du tout commercial. Argument déterminant, etc. Ça l'est de fait aujourd'hui. Et après, pour reprendre ce que tu disais là, par rapport au label, la différence, le bio, c'est pas un label en tant que tel. Hein, il y a une reconnaissance avec un organisme de certification qui passe 1 à 2 fois chaque année sur des critères précis, sur un cahier des charges. D'ailleurs, un cahier des charges européen, surtout sur la partie bio. Hein. La partie biodynamie, elle est restreinte à certains pays. Hein. Il n'y a pas encore de reconnaissance européenne par rapport à ça. Par contre, après, voilà, les labels, ça c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, il y en a pas mal. Alors, il y en a des assez anciens comme Terravitis. Voilà, qui naissent aujourd'hui. Des fois, ça peut embrouiller en fait la vision du consommateur. Surtout après qu'on parle de vin nature ou de choses comme ça. Mais là, ils sont en train d'avancer sur la rédaction d'un vrai cahier des charges. Ensuite, serait reconnu et certifié, ce qui sera... Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui était très très flou jusqu'à maintenant, mais on voit apparaître des affiches qui, pour le consommateur éclairé et a fortiori le consommateur, éclaircissent pas mal les choses. Donc pour celui qui cherche, en tout cas, il a moyen de se retrouver un petit peu dans le labyrinthe. Vous l'avez peut-être dit, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ou entendu. Comment vous avez rencontré Guy Chaumont, le propriétaire initial? Comment vous l'avez rencontré? Alors, comme le présentait Sandrine, moi je travaillais là pour un domaine viticole en bio. Et en fait, on a des réunions hein, pendant toute la saison. Il y a des réunions régulières de groupe bio pour échanger sur les pratiques, sur les évolutions, parce qu'il y a beaucoup de possibilités en fait, aussi bien de travail du sol que de protection, enfin voilà, donc c'est un groupe d'échange de travail. Et alors moi j'étais embauché comme ouvrier viticole, mais la personne chez qui j'étais avait déjà avait suivi le même parcours que nous une dizaine d'années auparavant, donc il savait très bien qu'on voulait s'installer. Donc moi il m'accompagnait aussi vers tout ça, donc il m'a fait participer à ces groupes d'échange, et c'est lors de ces groupes d'échange que Guy en faisait partie.
Et c'est là qu'on me dit, bah, voilà, il serait bien que tu rencontres Guy. Lui, il est en train de s'aider, il cherche dans ce secteur-là. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ça s'est fait par un groupe de réflexion bio. Et, aussi, et ça va dans le sens que c'est pour nous, mais bien sûr, de notre point de vue, les bios sont très ouverts. Ces groupes de réflexion, on échange sur tout, on est vraiment dans une forme d'intelligence collective parce qu'on est très 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 loin du monde de l'entreprise. Même si nous on gère une entreprise, c'est pas les mêmes codes que l'entreprise, la viticulture, l'agriculture française. C'est d'abord des codes de territoire qu'on défend. Mais dans ce groupe bio, on retrouve de l'énergie collective. Et donc, voilà, c'est aussi, ça nous a vraiment conforté de travailler dans le bio, même si pour nous c'était une évidence, parce que c'est là qu'on peut le plus échanger et c'est grâce à ça qu'on a rencontré Guy. Voilà. Et puis, de toute façon, sur l'accès sur des territoires assez fermés, assez concentrés comme la Bourgogne, il y a un peu pour moi deux façons d'y arriver. Hein. Soit on arrive avec un très gros portefeuille et il y a des cabinets d'échange, d'apport de domaine, etc., avec le réglementaire, avec tout ça. Et il y a des sessions encore possibles. Hein. On a des amis qui l'ont fait. Hein. Mais voilà, ça demande un très gros moyen financier. De toute façon, c'est un peu le même type que les reprises qu'on entend de clos très connus, reprises par soit des Américains, soit des entreprises de luxe, des choses comme ça. Soit on repart un peu de zéro et on se recrée un réseau au travers de la profession pour pouvoir s'ouvrir des portes. Hein. Donc nous, on reçoit des stagiaires aussi chez nous qui souhaitent s'installer, se reconvertir, et c'est le conseil qu'on leur donne, c'est dans leur région de prédilection, c'est de repartir travailler chez quelqu'un pour se créer le réseau. Et des opportunités, finalement, il y en a. Il y a un côté aussi papy boom qui se fait, pas forcément avec des reprises traditionnelles, familiales. Donc, quand on cherche, on peut trouver. Excellent. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Donc, il y a Philippe, Clémence, Paul et Damien, si je ne me trompe pas. Donc, je propose que vous vous présentiez aussi, parce qu'on a fait un petit tour de table et vous n'étiez pas encore arrivés. Donc, comme ça vous intègre un peu plus et puis on sait que vous êtes là. Merci Manon. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Bon, bonjour à tous. Donc Philippe Baudard, promotion 84. Je suis aussi l'animateur du réseau sur la région centre. Alors Olivier et Sandrine, j'ai pas encore eu l'occasion de venir vous voir, mais comme j'ai aussi la chance d'avoir une usine pas très loin de chez vous en Bourgogne, je vous ai déjà mis sur mes tablettes. Alors le problème, c'est que vous fermez à 18h et que en général à cette heure-là, je suis encore à l'usine. Bon, mais on va faire les choses. Ah oui, on y arrivera. Et j'ai en projet. On a un gîte, merci. Et j'ai en projet de venir voir le domaine de Luciole avec mon équipe, de directeur d'usine, puisque j'anime tous les 2 mois une réunion industrielle sur les différents sites en France. Et donc, voilà, c'est déjà en projet. Voilà. Super. Ah, parfait. Et on demandait aussi, on avait fait un petit tour de table de savoir le rapport que vous avez tous au vin et ce qui vous intéressait ce soir dans l'événement. Donc, si tu peux… Oh là là, on doit tout dire, Manon. Non, mais mon rapport au vin, je me faisais critiquer dans ma famille parce que mon fils Antoine, je lui faisais goûter les vins. Il avait, je sais pas, il avait 3-4 ans et je lui faisais goûter le vin. Et non, pour moi, c'est un vrai plaisir. C'est pas boire pour boire, c'est vraiment, voilà, c'est des belles rencontres. Et
quand je recommande un vin, en fait, je parle déjà de la personne, du viticulteur. Donc moi, en Touraine, le Chinon, le Bourgueil, ce sont d'abord des viticulteurs. Alors derrière, il y a un domaine, bien sûr, mais c'est avant tout une rencontre. Voilà. Et puis, ouais, c'est des beaux moments. À chaque fois, le vin, c'est vraiment festif, c'est vraiment. C'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité des instants partagés. Et c'est des instants qu'on garde évidemment en mémoire olfactive et en goût, mais c'est aussi surtout des beaux moments et des belles rencontres. Voilà. C'est un peu ça mon lien au vin. Génial. Top. On avait aussi Damien et Paul, du coup. Je ne sais pas si vous avez vos micros coupés, je ne sais pas si vous avez possibilité de désactiver. Si ce n'est pas possible. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Paul, je suis de la promo 2019, tout fraîchement sorti. Ouais. Ça fait juste un an. Et mon rapport au vin, pour moi, c'est aussi l'occasion entre copains de pouvoir échanger, de passer un beau moment, tout en parlant un petit peu de comment on l'apprécie. J'ai la chance d'habiter à 1 heure de Reims, donc j'y vais quand même assez souvent pour. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de dialoguer avec les petits producteurs locaux qu'avec les grandes maisons où c'est plutôt marketing et industriel. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai aussi planté quelques pieds chez moi pour un petit peu apprendre la vinification, le travail de ligne, etc. En bio également, donc sans aucun produit. Et voilà. Où ça? Pardon? Où ça, précisément? Précisément à côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Ah oui, ok. Donc bon, c'est pas la terre calcaire de Reims, mais pour l'instant, ça pousse. J'ai pas eu de perte, malgré que le terrain soit quand même assez argileux, donc propice aux maladies. Pour l'instant, ça va. Et du coup, il y avait aussi Damien. Je ne sais pas si tu as un micro, Damien. On n'entend pas. Donc, Là, vous m'entendez? Ah oui, là, on t'entend. Ouais. On t'entend très bas, mais on t'entend. Désolé, j'ai des problèmes de matériel. Donc, bonsoir, donc Damien. Je suis avec ma femme Anne. Oui, moi j'avais reconnu ta voix. Ouais. Mais moi je veux te voir, c'est un copain. Non, mais comme je disais, on n'a pas pu se connecter avec notre PC récent. On s'est rabattu sur un vieux PC qui n'a pas de caméra, désolé. Donc moi je suis HEI 87 et puis on a la chance d'être amis avec Sandrine et Olivier, donc on se connaît bien. Nous, notre rapport au vin, en fait, il évolue fortement depuis peu, 4 ans, on va dire. On n'était pas du tout amateurs et spécialistes en vin, et grâce à Olivier et Sandrine, on découvre beaucoup de choses, on commence à apprécier. Et voilà, donc ah ouais. C'est une belle aventure. C'est une réunion de très très grands HEI, de très très haut niveau là. Parfait, merci Damien. Donc si maintenant qu'on a fait toutes les présentations, si vous voulez échanger, on peut reprendre les échanges. J'espère que ceux qui sont arrivés, vous avez votre petit verre aussi. On a tous trinqué au début. J'espère que vous les avez. Alors, quand même pour dire comment c'est Paul il nous expliquait que
les grandes maisons, il y avait un rapport industriel et marketing. Donc, industriel, alors je suis tout à fait d'accord qu'on ne l'a pas, mais marketing, il a quand même fallu qu'on réfléchisse à toute notre gamme, à nos étiquettes, à un positionnement. Donc, il faut quand même réfléchir à tout ça, même en étant un domaine à taille humaine de 8 hectares. Donc, on a fait un effort. On a d'ailleurs, et on est très, très heureux, bon, alors là, d'avoir travaillé avec des gens du Nord. La boîte de com qui a fait les étiquettes avec nous, c'est une boîte de com du Nord, parce que dans le Nord, on faisait partie d'un club de dégustation. Et dans ce club, il y avait une boîte de communication. Et dès qu'on a émis l'intention de s'installer, ils ont dit, eh bien, alors on vous accompagnera sur les étiquettes. Et c'est super parce que ça nous distingue. C'est pas une boîte d'ici qui fait souvent la même chose. Donc malgré tout, on fait pas du marketing, on fait super attention à chacun. Mais il a fallu être cohérent sur la gamme. Et pareil pour le site internet. Bon voilà, après moi j'adore communiquer, donc c'est facile, mais tout est important. C'est pour vous dire aussi dans cette histoire de reconversion, quand les gens s'intéressent à la reconversion, de bien balayer toutes les compétences qu'il faudra, parce que c'est un métier complexe dans lequel on a besoin vraiment, vraiment de beaucoup de compétences, parce qu'on va de la terre au client. Et puis, on se confronte à l'administration française, parce que c'est un produit qui contient de l'alcool. Je suis désolée de vous le dire. Et donc, voilà. Très peu. Il y a beaucoup d'eau dedans. Voilà, c'est ça. Donc, il y a d'arriver chacun avec des compétences plus larges que juste être fils de vigneron. Et ben, c'était une force pour nous aussi. Et d'avoir des envies, de devoir faire nos preuves avec passion, donc d'être exigeant à faire un produit qu'on essaye de faire vraiment bien, quoi, pointu, avec cet esprit méthodique, mais aussi intuitif, il y a les deux, de l'ingénieur et du vivant. Ça a réclamé beaucoup, beaucoup de compétences, et on peut pas isoler par exemple le marketing. On peut pas dire je m'en fiche de l'administration française. Il y a la relation client, l'agriculture. Enfin, il y a vraiment, vraiment une grande complexité. Voilà. Mais personne ne dit qu'on s'en fiche de l'administration française, hein, évidemment. Allez voir. Un petit peu quand même. Soyons honnêtes. On le pense tous, mais on n'a pas le droit de le dire, voyons. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je voulais savoir, vous êtes sur quelle superficie au global? Et moi, alors évidemment, avant l'invitation de Manon, je ne vous connaissais pas. Et en fait, j'ai constaté que vous avez une gamme extrêmement large. Et en fait, évidemment, plus la gamme est large, plus ça signifie de logistique et de superficie pour pouvoir élever en fût à la parcelle. Et du coup, comment vous avez déterminé, enfin, quelle est votre superficie et comment vous avez déterminé la variété de la gamme, en fait? Ok. Alors, la superficie, c'est 8 hectares. Donc, ça variera toujours un petit peu entre les différents renouvellements, les nouvelles plantations, les choses comme ça. Mais on va dire, voilà, c'est 8 hectares et ça représente la taille moyenne d'une exploitation en Bourgogne. Donc, il ne faut pas oublier, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est de la haute densité. Hein. On est sur 10 000 pieds hectares. Parce qu'on ne peut pas toujours comparer un hectare de vigne et un hectare de vigne. Hein. Quand on est planté à 4-5 000, comme dans le sud-ouest ou ailleurs encore, hein, ça n'a rien à voir avec du 10 000 comme on trouve en Bourgogne ou en Champagne également. Ensuite, la gamme, elle s'est faite par le parcellaire présent. Donc, bon, il y a des évidences. Hein, on ne mélange pas du rouge et du blanc. Ensuite, il y a l'histoire des appellations. Donc là, il y a des régions, il y a des villages, il y a des spécificités comme le Bourgogne aligoté et d'autres encore. Et puis après, là, il y a la partie tout à fait personnelle de pouvoir faire soit du parcellaire, quand pour moi, c'est vraiment important de pouvoir présenter
deux types de vins ou que le mariage n'est pas forcément heureux. C'est pour ça qu'on a deux givrés blancs. Et ensuite, sur les givrés rouges qui sont issus d'un même climat, c'est aussi pour pouvoir présenter deux types de vinification différents. Soit des choses assez accessibles, jeunes, sur le fruit, pour une clientèle, on va dire, plus moderne, comme les vins sont attendus un peu plus aujourd'hui. Et puis une autre partie sur des vins plus structurés, un peu plus de garde également. Donc là, il y a d'autres de vinifs, d'élevage également, pour pouvoir répondre à une autre demande, et puis aussi par goût. On fait aussi ce métier par passion, donc il y a également ce qu'on veut y mettre dedans. Et c'est de la même façon sur les créments qu'on produit nous-mêmes, qu'au-delà d'un blanc et d'un rosé, il y avait d'autres choses à faire en fait par rapport aux parcelles qu'on a aujourd'hui. J'ai cru voir que tu faisais un effervescent rouge. Oui. Oui, ça c'est assez rare. On voit ça quand même. C'est assez rare aujourd'hui. Ça ne l'était pas hier, hein. Il y a 50-60 ans, tous les villages de Bourgogne, même les appellations les plus connues, avaient leur mousseux rouge. Donc ça, c'est pas venu là par contre de notre propre chef. C'était un peu historique avec la production de Guy Chaumont. Donc on a voulu là le reprendre, comme on avait encore une paire de vignes qui prêtait pour faire ça. Donc on a poursuivi en fait ce rouge bulle. C'est assez amusant, mais c'est bien pour les passionnés. D'abord, c'est de trouver quelque chose qui est plus rare, et puis qui aussi peut s'accorder, des choses qui peuvent s'accorder avec du chocolat, des choses comme ça. C'est pas toujours évident. Donc c'est à base de pinot noir, j'imagine. Non, c'est 100% gamay. Ah oui. Ah, d'accord. Excellent. Plus sur le fruit alors. Ouais, sur le fruit. Totalement. Panier de fruits écrasé qui pétille et acidulé vif. Ouais. Donc si je résume, c'est que Olivier est très méticuleux. Donc il a voulu faire du parcellaire. Il voulait se faire plaisir. Donc voilà, il voulait développer une gamme à son image. Donc il est c'est droit, c'est ciselé, c'est précis. C'est un ingénieur, je le répète. Et donc, ça fait une large gamme à promouvoir. Mais au fil du temps, donc par exemple, je vais vous donner un exemple. Il a expliqué, il fait un givry très sur le fruit, la cerise charnue, et un givry un peu plus complexe. Et puis, on a une parcelle de mercuré et on fait un seul mercuré. Donc, moi, en dégustation, on a 16 cuvées et j'en fais déguster quand même pas mal. Donc, disons parfois 8. Et les gens me disent, mais est-ce qu'au mercuré, il y a aussi une cuvée plus complexe? Donc, en fait, ils nous disent, ah, c'est beaucoup. Puis après, ils s'approprient la philosophie d'Olivier et ils comprennent qu'on décline à fond le pinot ou le chardonnay. On essaye d'avoir une gamme qui est très représentative de nos terroirs, très respectueuse des fruits et où chacun va trouver ce moment de plaisir dont on parlait juste à l'instant, ce moment de partage avec l'un des derniers arrivés. Et voilà, donc si des gens cherchent sur le fruit un vin tendresse, ils vont trouver. S'ils cherchent un vin avec du corps, ils vont trouver. S'ils cherchent des associations pour des moments festifs de mariage, on va trouver. Donc voilà, on décline, on va jusqu'au bout de ce que le raisin nous offre. Après, c'est sûr que ça va, on va rester sur des quantités modestes en nombre de bouteilles par cuvée. Enfin, après, ça peut être très variable, hein, parce que ça dépend aussi des surfaces affectées à tout ça. Mais voilà, nous, notre optique, c'est pas
de s'engager sur des très gros volumes, grande distribution, etc. pour assurer sur des centrales d'achat. Donc ça, c'est pas trop notre problématique. Et puis d'une manière générale, les domaines qualitatifs en Bourgogne, il n'y a pas de grande quantité non plus sur les différentes appellations. Donc, en tout cas, ça ne nous pose pas un problème de commercialisation à ce niveau-là. Voilà, le crément 0 dosé, il est vraiment top. On en parlait aussi. C'est vrai, ça je suis tout à fait d'accord. Donc dans les créments, on fait un crément extra brut, sans sucre ajouté du tout au dégorgement. Et s'il est vraiment top, ainsi que le dit Christophe, c'est parce que le vin de base, et c'est parce que le raisin est bon en fait. Parce que donc c'est une association d'aligoté et chardonnay, mais ça prouve bien que nos vignes sont en très bonne santé. Il n'y a pas le Et le sucre vin qui de base, masque. c'est bon. Donc C'est super. bon, tout part de la vigne, mais en fait, toutes les étapes sont cruciales. Et voilà, ça commence. Pour l'effervescent, vous êtes en méthode champenoise? Oui. Oui. D'accord. Ouais, ça, c'est un cahier des charges. Un cahier des charges précis, c'est celle des. Alors, on dit la méthode champenoise, c'est le nom un peu. Oui, c'est refermentation en bouteille en vérité. Voilà, c'est ça. Comme tous les créments, en fait. Tous les créments ont cette méthode. Même le crément de champagne, en fait, a la même méthode. Ouais, parce que c'est ça. Mais bon, on est très fiers de nos créments. C'est un énorme travail puisque voilà, on fait tout le process, y compris le dégorgement, la prise de mousse et tout ça. Et oui, c'est vrai qu'ils sont exceptionnels et on sent que c'est des créments d'auteur, quoi, que c'est des créments de vignerons artisans. Et puis comme ça, donc nous, on veut une bulle très fine, une mousse abondante mais légère, beaucoup d'arômes et on obtient ce qu'on veut. Voilà, ben, c'est Christophe qui l'a dit. Une super découverte. Il n'y a pas de sucre pour masquer. Et c'est le vin. Oui. Bravo. Alors Christophe, je vois que tu laisses aucun détail au hasard. Le vin d'ici, l'au-delà, je pense qu'il est précis, méticuleux, soigné, ordonné. Probablement Sandrine a raison, les ingénieurs HEI ont ce trait commun. Je vois que l'heure file à toute vitesse. Je ne sais pas s'il y a une dernière question peut-être. Oui, une question pratique. Bon, même, c'est sûr, c'est pas la Côte de Nuit, mais Mercurey, Givry, c'est quand même des appellations connues. Au niveau financement, comment vous avez géré le financement? Parce que si vous avez fait une cuverie, si vous avez repris des vignes, quand même déjà assez haut de gamme. Excellente question. Merci. Comment Merci. vous avez fait? N'osez la poser. Mais le financement de tout ça, alors bien sûr, il y a on va dire, il y a des voies. Enfin, je vais séparer les choses de tout ce qui est du foncier immobilier et l'outil de travail, et puis la partie foncier vigne. Comme je disais tout à l'heure, hein, donc il y a des achats qu'on a réalisés, il y a des achats qu'on va réaliser, et puis il y a toute une partie en fermage, due aussi à des stratégies par rapport, voilà, à l'accès aux des lois pas forcément classiques en France, hein, pour ceux qui connaissent la SAFER. Donc après le financement, bien sûr, il y a une partie de fonds qu'on a amené, mais ça aussi, Sandrine en parlait tout à l'heure, ça a été une année, et puis bon, c'était pas la première fois que je faisais ça, de création et d'étayer un business plan solide par rapport à ça, et puis d'être accompagné par la banque, en fait, pas par les banques, parce que ça reste, on est quand même sur un secteur assez traditionnel agricole, et devinez qui nous a suivis sur le Crédit Agricole, pour pas le nommer, mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence
dans la compréhension du métier, encore plus quand on n'est pas de la partie, parce que justement toute cette partie outils de travail, capital foncier, dans les reprises en famille, c'est assez simple, assez suivi. Quand on part de zéro, ça fait Combien pas du métier au départ. Puisque là, on est sur un nouveau site. On a récupéré un peu de matériel sur la partie Viti. Oui, on a pas mal récupéré de matériel. Sur la partie Vinif, Eno, quasiment rien. Là, donc, on est reparti de zéro. Donc oui, c'est des investissements lourds, et puis en plus le cycle agricole il est quand même beaucoup plus lent que création d'une boîte classiquement sur les 3 ans on arrive à la rentabilité. Normalement le cycle agricole il est plus sur 5 ans, 5 à 7 ans. Surtout que la première année de culture par rapport à la première année de commercialisation, il y a quand même 2 ans qui se passent entre les deux. Donc il y a aussi tout le financement du stock, parce qu'on n'a pas repris nous de stock du cédant. On pensait que c'était aussi un peu délicat en fait de vendre un vin qui est pas le nôtre, qu'on n'a pas conçu, donc on est reparti de zéro par rapport à ça. Donc voilà, c'est la somme des deux, ce qu'on a pu apporter, ce qui a aussi convaincu en fait qu'on s'engageait sur un plan. Et puis bon, je pense qu'il y avait aussi ce qu'on a pu mettre devant, et puis mettre dedans. Et puis avec une analyse, on avait déjà aussi pas mal préparé les réponses aux objections qu'il pouvait y avoir dans tout ça. Bon, alors, mais bon, malgré tout, la question elle est super pertinente parce qu'on a présenté le projet à, je vais dire, 5 à 6 banques, et il n'y en a qu'une seule qui nous a suivis, et on a parfois eu comme objection qu'on n'était pas fils de vigneron, donc c'était impossible. Donc, en fait, on crée une entreprise. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas un monde qui a l'habitude de l'entreprise. Nous, on arrive… c'est un projet global. Et on fait un produit de A à Z. On y croit. Mais on n'est pas fils de vigneron. On nous l'a rappelé 2 fois sur 2 banques. Donc, ce n'est pas des critères d'installation. Et pourtant, c'était un non catégorique. Et bon, voilà. Donc, c'est la vente de l'entreprise d'Olivier dans le Nord qui a permis d'apporter une base de financement. Et dans les autres critères de notre conseiller, c'était son dernier dossier. Notre conseiller clientèle au Crédit Agricole, c'était son dernier dossier. Donc, il n'a rien lâché. Et c'est devenu un ami parce qu'il est trop fier que ça marche. Ça marche, tout est relatif, mais il sait qu'on se démène et que les vins sont reconnus. Pour lui, il y a aussi la solidité du couple et le fait qu'on était lucide, que c'est un monde assez âpre, assez rugueux, et qu'on n'était pas innocent à dire on fait un métier par passion, qu'on savait qu'il y a des vagues quand on crée une entreprise, et quand c'est une entreprise liée aux aléas climatiques, liée à la mondialisation, que des présidents des États-Unis mettent des taxes quand on n'y pense pas du tout, que le confinement se met là-dessus. Voilà, il fallait être solide, et là, penser que c'était le cas. Donc il y avait un critère subjectif. Et le couple traverse les épreuves. Oui, parce que mon père est agriculteur dans le nord de la Bourgogne. Et c'est vrai que venant pas du milieu, ça n'a pas dû être forcément facile. Non. J'ai travaillé quelques étés à Moret-Saint-Denis chez un vigneron. C'est vrai que les gens sont pas évidents et pas forcément souvent très sympathiques, mais pas forcément très ouverts. Voilà. C'est un bon résumé. Après, il faut sélectionner les gens qu'on aime et choisir ses combats.
Et puis aussi, nous, on a déjà plein de gens qu'on aime et qui sont toujours là. Il y en a, qui n'ont même pas la vidéo, on les voit même pas. Mais il y a des gens super importants pour nous qui sont toujours là. Après, il y a tout le réseau HEI, franchement, qui nous a toujours soutenus. Christophe et Guillaume Nosson, et voilà, ils ont été là du départ à dire c'est une aventure inouïe. Donc voilà, on sait sur qui on peut compter dans des moments comme ça. Et puis bon, il y a l'humilité, toujours les vignerons parlent d'humilité, l'humilité par rapport à la nature, mais il y a beaucoup de fierté à avancer dans le sens de ce qu'on veut faire. Donc voilà, après, quand on a décroché le prêt, quand même, on était content parce que ça, c'était laborieux. Mais voilà. Le lieu est superbe aussi, c'est vrai que la maison, le lieu est superbe, faut que les gens viennent nous voir. Parce que Tu as essayé la chambre d'hôte, je vois le gîte, Guillaume. Non, je suis au tout début, donc il n'y avait pas encore tout ça, c'était encore plein de... Il y avait encore plein de trucs dans le bâtiment. Le gîte, en ce moment, ils sont ravis. Non, le gîte était là quand on a repris l'ensemble du foncier ici, mais il n'était pas du tout prêt. Alors, ça n'a pas été... Il y avait d'autres travaux prioritaires comme la cuverie, puis le stockage, etc., avant vraiment de s'occuper du gîte. Après, il a été reculé aussi avec les problèmes d'accès aux fournitures pendant le confinement. Etc. Et puis ça a ouvert là cet été. Le 1er juillet, ça a bien marché et c'est vrai que ça nous fait une ouverture. On est très contents. Les gens qui viennent sont très contents. Ça se passe bien. Voilà. Sandrine, nous, on l'a essayé cet été. C'est vraiment très sympa et on vous invite à y aller. Et vous dormez au-dessus des caves. Ah ouais. Alors là, ça finit par nous convaincre. Et du coup, c'est aussi le domaine de la Luole. Vous faites les réservations par le même site, etc. Le site internet, oui. J'ai pas du tout ouvert d'autres réservations pour la première année. Et après, on verra s'il faut aller vers d'autres structures. Alors, on va le faire sûrement. Ouais. Oui, on ira parce qu'il faut une force de frappe. Il faut quand même que ça existe. Ça s'appelle la Luole. Mais cette année, tout l'été jusqu'au vendange, on a eu du monde. Ok. Ouais, c'est sympa. On est on est sur des paysages qui sont aussi bien viticoles que pâturage. Plus on descend dans le sud en fait de la Bourgogne, plus c'est vallonné. Donc il y a aussi tout ce qui est visite, randonnée, des passionnés de vélo aussi, trouvent pas mal de choses à faire. Alors, soit ça grimpe pour ceux qui aiment à fond, soit il y a des voies vertes très cool pour se balader en vélo. Donc non, il y a pas mal de choses à faire dans le secteur. À goûter, à se reposer, oui. Et alors, joli coucher de soleil aussi depuis le gîte. Ça, c'est vrai. Je l'ai mis sur mon site et il y a des magnifiques couchers de soleil. Et je ne sais pas s'il faut conclure, mais avec Manon, on avait suggéré de faire une dégustation partagée et cette fois, ce n'était pas possible puisque vous n'avez pas tous nos nectars. Mais c'est une invitation qu'on lance de se dire si on refait un apéro avec la Luole, de faire là une dégustation de un ou deux vins qu'on commente. Voilà, ça c'était pour aller plus loin dans le concret, dans le sensoriel avec vous, parce que c'était un super échange. La seule contrainte là, c'est qu'on n'est pas encore au Mexique. Ben ouais, le Mexique s'appelle la Luole, mais c'est bien. Ouais. Il y a des domaines, il y a beaucoup de producteurs aussi au Mexique. Mais oui. Oui. Aux États-Unis, il doit y en avoir un peu moins. Je ne sais pas si, Romain, tu peux. Il y en a beaucoup aussi. Ouais, il y en a beaucoup. Si, mais c'est plutôt côté Californie. Ouais. Mais on va dire sur la côte est, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, les New-Yorkais Les sont Finger Lakes. très... Ouais, bah après, il y en a quelques-uns, hein, mais c'est pas ce qui est le plus présent. Et on va dire que les New-Yorkais adorent en fait les produits français, quoi. Donc, il y a beaucoup même avec les taxes et les prix des bouteilles qui valent plus cher que les plats eux-mêmes. Au restaurant, c'est... ouais, en fait, les gens adorent les vins français, quoi. Donc,
souvent dans les rayons, c'est la moitié avec des vins californiens, de Nouvelle-Zélande ou d'un peu partout dans le monde, d'Espagne, d'Italie. Et puis voilà, il y a une grosse moitié ou un tiers qui viennent de France, quoi. Les vins qualitatifs, quoi. L'état du Maine, pas loin de New York. Je ne sais pas si on en a sur New York. On a un importateur, je pense qu'on a des vins dans l'état du Maine, sur l'Est. Après, je ne sais pas s'il y en a à New York, mais je peux le demander. Hein. Voilà. À l'occasion de goûter. Mais oui. Avec grand plaisir. Super, juste pour finir, j'aurais une petite requête. J'aimerais bien faire une capture d'écran et du coup faire votre plus beau sourire. Avec le verre si vous voulez. Je vous laisse. Voilà. Quand vous êtes prêts. Christophe qui bouge. Ah voilà. Parfait. Merci. Oh là là. Elle est vide, Christophe. Ouais, t'inquiète. Oh là là, récupéré bravo. récemment. En plus, il est dans le thème. Ah ouais, super. J'ai récupéré quelques nectars récemment. Il y a un distributeur dans le Nord alors? Oui. On s'organise. Oui, on s'organise. Donc, nous, on est des gens du Nord, donc déjà, on s'organise. Voilà. D'accord. Et puis, on a un caviste dans le Nord qui nous prend vraiment pas mal de vin. Ouais, qui a 3 caves. Qui s'appelle Accord Caviste. Il est sur Villeneuve-d'Ascq, Avelin et Seclin, je pense. Et là, vous pouvez trouver nos vins. Et puis après, il y en a dans quelques restos dans le Nord. Voilà. Et moi, je découvre aujourd'hui que Christophe, je pensais qu'il avait qu'une passion, celle des tomates, et en fait, il a aussi celle du vin. Ah, mais il aime bien le vin. Je suis varié. Il aime tout. D'avoir varié les plaisirs. Exactement. Il faut bien Faire les choses accompagner avec les plaisir. tomates. Hein. On va faire du vin de tomate. Hein. Non. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci Olivier et Sandrine de nous avoir accordé du temps et de nous avoir expliqué tout ça. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment et ça sera à renouveler avec plaisir si vous voulez qu'on fasse une dégustation. Oui. Avec beaucoup de joie. C'était super. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Et de vous connecter du bout Bonne du journée. monde. C'est génial. Ouais, bonne journée pour certains. Bonne soirée. Excellent. Bonne soirée, les amis. l'apéro, À dans tous les bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. À la prochaine. Salut, bravo Manon, merci. Au revoir.